Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce vendredi 8 janvier, l'Iran a accusé les avions saoudiens d'avoir lancé des missiles contre son ambassade dans la capitale yéménite Sanaa. Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué que des avions saoudiens avaient délibérément bombardé l'ambassade et blessé du personnel. Pour le ministère iranien, c'est une violation de toutes les conventions internationales qui protègent les missions diplomatiques. L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle lancerait une enquête. Un porte-parole saoudien de la coalition a fait savoir que les avions avaient effectué des frappes à Sanaa mercredi soir pour détruire des lanceurs de missiles utilisés par la milice Houthi. Il a ajouté que les rebelles avaient utilisé des installations civiles et dont des ambassades abandonnées. L'Iran a annoncé une interdiction des importations en provenance d'Arabie saoudite jeudi, tandis que des groupes saoudiens ont eux appelé au boycott des produits iraniens. Le gouvernement iranien a fait savoir qu'il avait interdit les importations provenant d'Arabie saoudite après une rencontre du cabinet jeudi matin. Le cabinet a également réaffirmé une interdiction des pèlerinages Umrah à la Mecque, laquelle avait été imposée en avril en réponse à une agression sexuelle présumée contre 2 Iraniens par des agents de sécurité aéroportuaires saoudiens. Et suite aux conséquences engendrées par l'exécution d'un ecclésiastique chiite, le Qatar soutient désormais l'Arabie saoudite dans ses contentieux diplomatiques avec l'Iran. Toute l'attention est tournée vers les États-Unis, à la fois alliés de longue date avec l'Arabie saoudite et signataires d'un accord nucléaire historique avec l'Iran. Les États-Unis se sont accordés pour isoler l'Iran. On se demande quel rôle jouera Washington pour calmer ces tensions. Les lignes de bataille sont tracées. Le conflit diplomatique entre les pouvoirs sunnites et chiites divise le Moyen-Orient et soulève des perspectives de longs conflits. Le Bahreïn, le Soudan, la République de Djibouti ont coupé les liens avec l'Iran, tandis que la Jordanie, le Koweït, le Qatar ont rappelé leurs ambassadeurs de Téhéran. Les Émirats arabes unis ont également réduit leur présence diplomatique en Iran. Cette tempête diplomatique fait suite à l'exécution d'un haut clergé chiite. Des manifestants de Téhéran ont répondu en attaquant l'ambassade saoudienne. L'Arabie saoudite a alors coupé ses relations diplomatiques avec l'Iran et demandé aux diplomates iraniens de quitter le royaume, même si le gouvernement iranien dénonce l'action des manifestants. En tant que proche allié de l'Arabie saoudite et signataire d'un accord nucléaire historique avec l'Iran, les États-Unis se retrouvent au milieu d'une situation difficile. Nous continuons à nous préoccuper des besoins des Iraniens et des Saoudiens pour désamorcer la situation. Nous pressons les deux côtés de montrer une certaine retenue et de ne pas alimenter les tensions qui divisent fortement la région. Les États-Unis veulent une stabilité au Moyen-Orient, mais l'Arabie saoudite force Washington à choisir un camp. Rivaux de longue date dans la région, l'Arabie saoudite met la pression à l'Iran. Nombreux sont ceux dans le royaume qui voient l'accord nucléaire comme un signe d'un assouplissement de l'approche de Washington sur la République islamique. Les États-Unis doivent juger des priorités stratégiques et sont témoins de l'influence décroissante de la région. Il y a peu de temps, les représentants américains ont exprimé leurs inquiétudes auprès des représentants saoudiens concernant les conséquences potentielles qu'engendrerait l'exécution. Et vous savez, cette inquiétude dont nous avons fait part aux Saoudiens en avance a malheureusement précipité les conséquences dramatiques que nous craignons. La rupture croissante entre l'Arabie saoudite et l'Iran menace tous les efforts pour mettre un terme à la guerre civile syrienne et pour arrêter l'organisation État islamique au Moyen-Orient. L'accord nucléaire historique entrera en vigueur dans quelques semaines. Les États-Unis peuvent-ils être modérateurs et gardiens de la paix à la fois, ou seront-ils de simples spectateurs ? Le président français François Hollande a déclaré que les menaces terroristes continuaient à peser sur la France, un an après l'attaque d'extrémistes islamiques dans les bureaux du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. François Hollande a fait cette déclaration lors d'un discours au siège de la police pour l'anniversaire de l'attaque qui a tué 12 personnes. Nous l'écoutons. À chaque fois, ce sont des policiers, des gendarmes,
qui ont fait face pour neutraliser les assassins, protéger nos compatriotes et secourir, grâce aux sapeurs-pompiers, les victimes. C'est pourquoi cette cérémonie est d'abord placée sous le signe de la gratitude et du souvenir. Le président français a également abordé le respect de la loi et détaillé les plans renforçant les lois contre les crimes organisés et le terrorisme. Dans ses remarques à la police, les réformes visent à mettre en place des mesures incluant des règles plus flexibles concernant l'engagement dans la police armée et un usage renforcé des pouvoirs en matière d'interpellation et de fouilles. François Hollande a également rendu hommage aux victimes de l'attaque de Paris. 2 frères nés en France ont tué 11 personnes dans le bâtiment où se trouvait Charlie Hebdo, ainsi qu'un policier musulman à l'extérieur le 7 janvier 2015. Au cours des 2 jours suivants, un complice a tué une policière et attaqué un supermarché Cachère où 4 personnes ont été tuées. Les 3 hommes armés ont été tués. La France reste en état d'urgence après les attaques de novembre à Paris. La police française a abattu un homme armé d'un couteau dans un poste de police du nord de Paris. Les responsables disent que l'homme avait des fils qui dépassaient de ses vêtements et que l'escadron anti-explosif était sur les lieux. Les 2 responsables disent que l'homme a été abattu peu après midi jeudi, le jour anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo. La police dit que le quartier a été bouclé après la fusillade. Le flux entrant des migrants pose une menace au futur de la zone européenne sans passeport de Schengen, tandis que les États membres demeurent divisés sur les solutions à la crise. La chancelière allemande Angela Merkel a dit vouloir juguler le flux entrant de migrants dans l'Union européenne, tout en gardant les frontières ouvertes au sein du bloc. Pour le moment, nous voyons des attitudes divergentes chez les États membres. Il est très important, selon moi, que l'on parvienne à une réduction notable du flux des réfugiés, à la fois en s'attaquant aux causes de la migration, mais aussi à travers des mesures nationales. Par exemple, en améliorant le rapatriement des demandeurs d'asile déboutés et en même temps en préservant la liberté de circulation des gens au sein de l'Union européenne. Les remarques de Mme Merkel interviennent après que le ministère de l'Intérieur a dit que le pays a enregistré environ 1 100 000 demandeurs d'asile en 2015. Selon le ministère, les réfugiés fuyant la Syrie en proie à la guerre constituent environ 40% des nouvelles arrivées. Les Afghans sont le 2e groupe le plus important. Afin d'enregistrer, de loger et de nourrir les nouveaux arrivants, le gouvernement allemand a dit qu'il augmentera de 4 000 personnes le personnel de son office des migrations en 2016. Il fournira aussi une aide mensuelle aux demandeurs d'asile. Le président burundais Pierre Nkurunziza aurait téléphoné au médiateur ougandais pour discuter d'une date pour les pourparlers de paix. La veille, le gouvernement ne s'était pas présenté aux pourparlers en Tanzanie. Le ministre ougandais de la Défense devrait se rendre au Burundi. Crispus Kipyonga est le facilitateur des pourparlers dans le pays. Le Burundi a besoin cependant de plus de temps pour choisir une date pour les pourparlers. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur burundais à Kampala. J'ai reçu une communication du gouvernement du Burundi invitant le facilitateur à aller à Bujumbura pour qu'il puisse consulter les autres et trouver une date pour un dialogue. Des pourparlers devraient commencer mercredi dans les quartiers généraux de la communauté de l'Est africain à Arusha. Mais le gouvernement ne s'est pas présenté. On craint maintenant un retour sur l'engagement du président Pierre Nkurunziza de mettre fin à la violence dans son pays. Mais l'Ouganda, au moins, donne au Burundi du temps pour se préparer. La réunion à Arusha ne doit pas être mécanique. Il est très important d'assurer que suffisamment de travail est fait en amont avant la reprise des pourparlers. Les pourparlers en suspens arrivent après de nouveaux éclats de violence au Burundi lundi et ce week-end. Les observateurs demeurent inquiets sur la crise et l'engagement de Bujumbura en faveur d'un processus de paix. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec l'armement nucléaire de la République populaire démocratique de Corée.
Le pays a fait savoir qu'elle avait conduit son premier essai de bombe à hydrogène ce mercredi. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a affirmé le même jour que Pékin condamnait avec fermeté le dernier essai nucléaire mené par la RBDC. Madame Hua a ajouté que la Chine était depuis toujours favorable à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous l'écoutons. La Chine a une position ferme et claire sur cette question pertinente. Il s'agit de parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de prévenir la prolifération nucléaire, de manière à maintenir la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est. Nous demandons instamment à la RBDC de respecter son engagement de dénucléarisation et de cesser de prendre des mesures qui pourraient aggraver la situation. Maintenir la paix et la stabilité de la péninsule et de la région préserve ainsi les intérêts de toutes les parties. La Chine favorisera avec insistance l'objectif de dénucléarisation et reste attachée au dialogue dans le cadre des pourparlers à 6 pour une résolution de la question. La porte-parole a ajouté que le développement appelle à un effort accru de toutes les parties pour promouvoir une reprise rapide des pourparlers à 6. Enfin, la diplomate chinoise a fait savoir que les autorités environnementales chinoises surveillaient la situation pour détecter tout risque radioactif possible le long de la frontière chinoise avec la RPDC. Les autorités contrôlent et mesurent l'impact de l'essai de la bombe de la RBDC. Elles prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes dans la partie chinoise. Le département chinois de l'environnement étudie maintenant de près les données en question. Il effectuera des tests de radioactivité pour évaluer la situation avant de communiquer les résultats au public. Le ministre de l'Intérieur du Bahreïn a annoncé l'arrestation de membres d'une cellule terroriste. Selon les informations du ministère, la cellule prévoyait une série d'attentats à la bombe. Les responsables de ce groupe étaient en contact avec des individus suspectés d'être impliqués dans l'explosion qui a tué deux personnes et en a blessé 6 autres en juillet dernier à Manama, la capitale du pays. Les individus arrêtés ont apparemment voyagé en Iran et ont reçu un soutien financier de la part du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils auraient également rencontré des membres haut placés du Hezbollah afin d'effectuer des rapports de manière régulière. Ce n'est pas la première fois que le Bahreïn accuse l'Iran d'alimenter l'instabilité du pays, mais l'Iran nie toute responsabilité. La chute continue du rapport yuan-dollar est un test pour savoir si le marché chinois peut accepter une plus grande volatilité. Écoutons les acteurs du marché. Depuis que les échanges ont débuté en 2016, les taux de change onshore et offshore du renminbi ont tous deux fluctué avec de larges marges. Les analystes déclarent qu'il reste de l'espace pour que le yuan se déprécie à l'avenir. Le renminbi a commencé à être apprécié à la fin de l'année 2010. Le taux de change du dollar américain face au renminbi a rebondi ces dernières années et la hausse s'est accélérée depuis août dernier. Et il y a toujours de l'espace pour une croissance du taux de change, le taux pouvant atteindre presque 6,8, mais il lui sera très difficile de dépasser 7. Bien que la différence entre les taux de change des devises en renminbi onshore et offshore s'est élargie au cours des 3 derniers jours de change, les analystes déclarent que le yuan est en effet basé sur le marché. Je perçois en effet d'importants signaux plutôt évidents selon lesquels les autorités veulent faire évoluer la devise vers une valeur plus juste. La Banque centrale a réduit l'intervention sur le taux de change du renminbi. L'inclusion dans le panier des droits de tirage spéciaux va permettre de commercialiser le renminbi à l'avenir. Je pense que la différence entre le taux de devises étrangères du renminbi onshore et offshore montre que la Banque centrale promeut la commercialisation du yuan. Et avec une internationalisation accélérée du yuan, les analystes déclarent que le taux de change en devises étrangères connaîtra davantage de fluctuations. Les investisseurs devraient accorder une plus grande attention au taux de change et organiser leurs actifs de façon appropriée. En Chine, après les timbres postaux qui sont sortis plus tôt cette semaine, des pièces commémoratives de 10 yuan sont à présent disponibles pour fêter l'année du singe. Les collectionneurs sont enthousiastes même si leur nombre dépasse largement celui des pièces éditées pour l'année du mouton.
Les collectionneurs de pièces ont commencé à faire la queue vers 7h30 ce matin devant la China Construction Bank de Lujiazui. Ils sont venus nombreux afin de réserver leurs pièces de monnaie estampillées spécialement pour l'année du singe. C'est la deuxième pièce de 10 yuan que la Banque de Chine édite à l'occasion d'une nouvelle année du zodiaque chinois. La première était sortie l'année dernière pour fêter l'année du mouton. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je collectionne des pièces de monnaie. Ces pièces sont des objets de collection dont la valeur monte toujours. Dans ma collection, j'ai une pièce éditée spécialement sur le thème de l'aérospatial et sa valeur a déjà quintuplé depuis que je l'ai acquise. Sur ces pièces commémoratives de 10 yuan figurent un singe, une lanterne en forme de pêche et des fleurs de prunier. Près de 23 millions d'entre elles seront mises en circulation à Shanghai. Les collectionneurs peuvent s'y prendre de plusieurs façons pour réserver leur lot. Les collectionneurs peuvent acheter leurs pièces au guichet en ligne ou depuis leurs appareils mobiles. Ils peuvent même effectuer des réservations sur WeChat. C'est très économe en termes de temps. Environ 80 millions de pièces de l'année du mouton ont été mises en circulation l'année dernière. Mais ce nombre reste largement inférieur au nombre de pièces prévues pour l'année du singe qui s'élève à 500 millions. Les collectionneurs peuvent réserver 5 pièces au maximum et venir les chercher à partir du 16 janvier. Le fameux festival de neige et de glace de Harbin s'est ouvert avec 30 équipes en lice pour remporter cette compétition internationale de sculpture sur glace, un art qui requiert à la fois force et précision. Reportage. Les artistes viennent de 11 pays différents, dont la Chine, les États-Unis, la Russie et l'Italie, et chaque équipe compte 2 membres. Le participant le plus âgé est une femme nord-américaine de 82 ans. Il y a un poisson dans la chaussure à talons d'une femme. Cela symbolise la ville de Harbin qui, d'une ville de pêcheurs, s'est transformée en une ville moderne. 5 équipes sont chinoises. Mon travail s'inspire de la grotte de Dunhuang, on l'appelle la mystérieuse Dunhuang. La Chine a initié l'initiative Une ceinture et une route en se concentrant sur le développement de la région le long de l'ancienne route de la soie. Notre travail fait écho à cela. La matière première arrive en cubes, chacun mesurant 2 mètres par 2 mètres. Et est extraite du fleuve voisin, le Songkhua. Pour travailler la glace, les compétiteurs doivent affronter des températures allant jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. Leur travail commence par le tracé des contours, puis la glace est coupée avec une scie électrique et elle est finalement gravée avec des outils spéciaux pour obtenir la forme désirée. Ce couteau sert à nettoyer la surface pour la rendre lisse. Cet outil est quant à lui utilisé pour sculpter les lignes. Les petites fourchettes comme celle-ci servent à parfaire les détails. Et si tout ça n'était pas suffisant, des fers à repasser électriques sont souvent utilisés pour lisser les surfaces de glace. Les équipes s'affrontent pour la première, la deuxième et la troisième place, mais il y aura également des prix spéciaux récompensant par exemple la nouveauté. Dans notre série sur les minorités ethniques de Chine, aujourd'hui une plongée au cœur du Guizhou. Notre envoyé spécial est parti à la rencontre d'orfèvres de l'ethnie Miao qui vivent entre tradition et modernité. Je suis à Kongbai, un village traditionnel de l'ethnie Miao dans lequel auparavant 90% de la population était orfèvre. Mais aujourd'hui, les jeunes de ce village, à peine plus âgés que ces fillettes, ont tendance à partir travailler en ville et ce savoir-faire ancestral se perd progressivement. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par une famille Miao qui nous montre son travail. Cette famille est orfèvre depuis 13 générations déjà. Ici, nous avons le grand-père qui est en train de faire fondre de l'argent avec son petit-fils. Et juste à côté, nous avons des représentants de la génération actuelle, un couple Miao. Et nous allons leur demander ce qu'ils sont en train de faire. 请问你们正在做什么？现在我们正在做一朵胸花。现在我做的这个是那个花瓣的外框。我进屋的时候，我发现爷爷也在忙。你们家是不是分工合作了？其实呢，我们年轻人眼力好一点，所以我们做的精致的部分，爷爷他年纪大了，他眼力不好，只能做一些粗糙一点。明白。Elle m'explique que dans cette famille, les tâches sont partagées entre les différents membres. Alors les plus jeunes qui ont une meilleure vue s'occupent du travail minutieux
Et le grand-père que nous avons vu tout à l'heure, qui est un peu plus âgé et a une moins bonne vue, s'occupe de faire fondre l'argent. Regardons. Voici l'étape qui consiste à faire fondre l'argent. Alors l'argent devient liquide à une température de plus de 1000 degrés. C'est pourquoi aujourd'hui on utilise des outils modernes pour faciliter ce processus. On va également ajouter un peu de sel de Perse, du sel chimique, qui permet d'accélérer la fondue de l'argent. Alors je vais en ajouter un petit peu. Ça va permettre à l'argent de fondre plus rapidement. Voilà, et maintenant on va préparer un lingot d'argent. Donc l'argent qui a été versé était liquide et il va se solidifier très rapidement. Voilà. Et voilà notre lingot. Après avoir fabriqué le lingot d'argent, il faut à présent le travailler au marteau pour le transformer en tige. Si comme moi depuis tout à l'heure vous vous demandez quelle est cette boîte en bois juste ici, il s'agit en fait d'un soufflet qui permet d'alimenter le feu et qui fonctionne comme ceci. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'un vieil outil qui doit, je pense, être plus âgé que moi-même. Je profite maintenant que le grand-père soit parti pour m'essayer un peu au marteau. Alors voici la tige qu'on a obtenue à partir du lingot. Et c'est avec ce vieux marteau-là que l'on va l'affiner. Je crois que j'ai encore besoin de prendre le coup de main. Ensuite, on prend cette tige. Et c'est notre couple Miao qui, à l'aide de cet outil-là, va l'affiner encore un peu plus. Vous voyez, alors les trous sont de différentes tailles, des plus gros jusqu'au plus étroit. On va affiner cette tige. Vous voyez, épaisse comme ceci, elle va devenir fine comme ici. Et regardez, le produit final est encore plus fin. Auparavant, les bijoux fabriqués par cette méthode étaient réservés aux membres des familles nobles. Le processus de fabrication d'une fleur en argent commence par enrouler les filaments d'argent en bobine. On fabrique le bijou en commençant par le contour et en allant vers l'intérieur. Il s'agit d'un travail de précision qui fait également appel à l'imagination. Ici, les courbes représentent les nervures présentes sur une véritable feuille de rose. Les différentes parties sont réalisées séparément à l'aide de petites pinces, de ciseaux, de lime et de marteau, puis soudées les unes aux autres afin d'obtenir la structure finale. Le résultat est encore plat. Sous l'effet de la chaleur, on va pouvoir incliner les feuilles afin de leur donner une forme plus naturelle. Pour terminer, on plonge le bijou dans un bain d'eau bouillante dans lequel on a ajouté un peu de sel chimique afin d'apporter une touche de brillance. Chez les Miao, le travail d'orfèvre est très ancien. En arrivant dans le village de Kongbai, j'ai pu me rendre compte que ces traditions étaient d'autant plus précieuses qu'elles avaient tendance à se perdre avec le départ des jeunes vers la ville. C'est pourquoi je me sens très chanceux d'avoir rencontré la famille Mu aujourd'hui qui m'a fait découvrir cet art ancien et continue à lui donner vie. Je vais immortaliser ce moment. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.